Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents ce matin pour le 4e webinaire du Reprend de cette année 2023. Le Reprend, le réseau pathologie respiratoire agricole nationale, un service de la direction santé-sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Quelques mots avant de commencer, peut-être pour vous rappeler les services que peut vous amener le Reprend. Un suivi et un accompagnement des prises en charge de travailleurs agricoles qui sont touchés par des maladies pulmonaires. Vous avez tout à fait les capacités et les compétences dans les caisses pour les suivre. Le Reprend peut vous amener un suivi et une connexion avec le monde universitaire en cas de questions d'aménagement du poste qui pourraient vous aider. Et nous lançons un appel. Si vous avez dans vos services un cas de pathologie respiratoire agricole, même s'il est déjà traité et suivi, n'hésitez pas à nous le signaler pour que nous puissions en faire la collecte, les colliger et ensuite avoir une vision d'ensemble sur ces maladies rares dans le milieu agricole, mais qui sont fortement invalidantes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Pascal Andujar du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, du pôle santé au public, santé au travail. Sa spécialité, les pathologies professionnelles et l'environnement, la pneumologie. Il est rattaché à l'INSERM et à l'université Paris-Créteil. Et aujourd'hui, il va nous parler du lien entre les pesticides et la BPCO. Merci beaucoup, Pascal, d'être présent ce matin. Et c'est à vous pour 30 minutes de présentation, suivi d'un temps de questions. Vous l'aurez remarqué, vous n'avez pas la possibilité de poser des questions par micro, mais simplement les poser dans le chat et je m'en ferai le relais à la fin de votre intervention. Merci beaucoup, Pascal, et c'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on va parler ce matin de BPCO agricole et on va faire un focus sur le lien éventuel entre BPCO et pesticides pour cette pathologie. Alors, une première chose, donc comme on vous l'a dit, je suis membre en fait d'un réseau complémentaire, on va dire, qui est le réseau national de vigilance de prévention des pathologies professionnelles, qui est sous l'égide de l'Agence nationale de santé, de sécurité santé, de l'environnement, du travail et de l'alimentation, l'ANSES. Et vous voyez ici notre maillage national. Et donc moi je travaille dans le service de pathologie professionnelle et de l'environnement du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Alors ce matin, on va parler de la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui pour rappel est une pathologie respiratoire donc des bronches et qui est définie par un trou ventilatoire obstructif irréversible lors de la spirométrie avec un VEMS sur CVF inférieur à 70% après test au bronchodilatateur. Et cette pathologie, eh bien, elle résulte de plusieurs process. Une hypersécrétion de mucus avec une métaplasie épithéliale, un épaississement de la paroi musculaire lisse, une fibrose péribronchique et, in fine, avec ces trois petits types de phénomènes, une diminution du calibre des bronches. Souvent, cette pathologie est associée à de l'emphysème, mais on peut très bien avoir une BPCO sans emphysème et un emphysème sans BPCO. Je vous le rappelle, l'emphysème, c'est la destruction des espaces aériens au-delà des bronchioles pulmonaires, donc une destruction des parois alvéolaires, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. L'autre point, c'est que cette pathologie est fortement associée au tabagisme, c'est à peu près 80 à 85% dans la littérature, mais on a 30% de fumeurs qui sont sans BPCO et qui ont un emphysème. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des pathologies, notamment post-tabagiques, qui sont étroitement liées du fait de leur présence, mais elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Alors cette pathologie, en chiffres, c'est une pathologie qui est très importante en nombre, puisque le nombre de cas prévalents en France est de 3,5 millions, soit 6% de la population adulte de plus de 40 ans. L'autre point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que 2/3 des patients ignorent leur diagnostic, puisque c'est une pathologie, on le verra tout à l'heure, qui est très pernicieuse, parce qu'elle apparaît de façon tardive dans la vie, hein, au-delà de 40 ans en général, avec une progression très lente, et souvent le patient
pense que c'est un essoufflement qui est lié à l'âge, son médecin traitant également, et ils n'ont pas forcément le réflexe de faire une spirométrie pour voir cette dégradation. Et donc c'est pour ça qu'il y a seulement 1 million de personnes qui s'en plaignent, qui connaissent leur diagnostic en France actuellement. Il y a également une certaine gravité, puisqu'on a 100 000 hospitalisations par an, 16 000 décès par an, soit 3% des décès en France, des mises sous oxygénothérapie et ventilation à domicile. Et en 2020, la BPCO est passée au niveau mondial comme la 3e cause de mortalité en France et dans le monde. Vous voyez que ça arrivera en 2030. L'autre point, c'est qu'aucun traitement n'améliore la survie. On est vraiment dans des traitements actuellement symptomatiques et on n'a pas de traitement qui permette la réversibilité de cette pathologie. Alors, je vous disais que c'est une maladie très pernicieuse parce que, effectivement, comme le montre cette diapositive, on a une apparition tardive des symptômes alors même que le volume expiratoire maximal en 1 seconde, le VEMS, est altéré de façon profonde à partir du moment où on commence à voir les symptômes. Donc d'où l'importance de faire un dépistage précoce ou des diagnostics précoces de cette pathologie en fonction notamment des facteurs de risque, tabagisme ou autres, professionnels notamment, on le verra tout à l'heure, en focalisant sur le côté agricole. Donc vous voyez ici que l'apparition des symptômes en bleu intervient à partir d'une chute du VMS qui est entre 30 et 40%. Avant 30 et 40%, donc quand quelqu'un a 70% de VMS, 80%, 90%, eh bien, ce patient est asymptomatique. Les symptômes apparaissent de façon tardive alors que cette fonction pulmonaire est déjà largement amputée. Dans les facteurs étiologiques de la BPCO, on a bien évidemment le tabagisme, autour de 80% des cas. Donc ça, c'est vraiment le poids que représente ce qu'on appelle la fraction de risque attribuable, le tabagisme actif. On a également le tabagisme passif avec un focus sur les enfants. Le développement pulmonaire est affecté déjà in utero au stade fœtal si on a un tabagisme passif, le tabagisme de la mère ou du père. Et ça a été montré dans la littérature. On a un plus grand risque de développer une BPCO quand on a une grande prématurité, un retard de croissance intra-utérin, un faible poids de naissance, et ça fait partie de l'interrogatoire que l'on doit avoir systématiquement pour avoir l'ensemble des facteurs potentiels quand on a un diagnostic de BPCO. Également les infections virales respiratoires, notamment dans l'enfance ou l'adolescence, et puis la pollution, qu'elle soit atmosphérique ou de l'air intérieur, avec notamment la combustion de matières organiques telles que le bois, le fioul, le charbon. Et on a comme ça des cas de BPCO chez les femmes non fumeuses dans des pays où il est d'usage d'avoir des foyers dits ouverts, sans aspiration des fumées. Et donc c'est largement connu dans un certain nombre de pays du pourtour méditerranéen, au Maghreb ou dans d'autres pays en Asie ou en Amérique du Sud. Des facteurs génétiques, je citerai uniquement le déficit en alpha-antitrypsine qui est également souvent lié à un emphysème précoce et sévère. Et puis, nos facteurs professionnels qui nous intéressent ici, dans la littérature, bien souvent on le verra tout à l'heure, le focus est fait sur, de façon très globale et pas très fine en général, sur les gaz, les particules, les vapeurs et les fumées. Et bien souvent, on a des facteurs professionnels avec des polyexpositions, ce qui est le cas dans le milieu agricole, on le verra tout à l'heure. Alors, juste pour que vous ayez des idées bien claires, en fait, on a deux grands types d'études épidémiologiques, des études en population générale, avec des avantages et des inconvénients, et des études en population sélectionnée, c'est-à-dire dans des secteurs professionnels ou activités à risque. Quand on est dans des études en population générale, le gros avantage, c'est qu'on a des effectifs très importants et pas d'effet travailleur sain. Je vous rappelle que l'effet travailleur sain, ça correspond à au fait que les travailleurs qui sont malades
vont se voir exclus de la vie professionnelle, et donc on aura des études qui vont ne pas tenir compte de l'absence de ces travailleurs qui sont sortis de la vie professionnelle. Donc ça, c'est le cas des études en population sélectionnée, où bien on va travailler sur un secteur professionnel et bien souvent il n'est pas tenu compte de cet effet. Là, en population générale, comme on prend toute personne, peu importe son statut professionnel, on n'aura pas ce type d'effet. Les limites, eh bien, c'est très souvent, ça concerne très souvent l'évaluation imprécise des expositions, qu'elles soient au gaz, fumée, poussière. Et ça, c'est un problème. Donc, certaines le font de façon tout à fait correcte, appliquent parfois des matrices emploi-exposition ou font une estimation avec un interrogatoire au cas par cas, mais c'est quand même très rare. Peu de prise en compte également des polyexpositions, et puis parfois, alors ça c'est assez étonnant pour une pathologie qui est très fortement liée au tabac, on n'a pas de données sur le tabagisme également. Pas toujours, mais assez souvent. Et puis l'autre souci, c'est que c'est une pathologie pour laquelle il faudrait en fait des spirométries avec test de bronchodilatation. Et parfois, malheureusement, eh bien, l'évaluation de la maladie se fait à l'interrogatoire du patient. Et vous avez vu que tout à l'heure, 2/3 des patients ignoraient leur diagnostic. Donc ça vous laisse entrevoir un petit peu la problématique du diagnostic, de la certitude diagnostique. Quand on interroge un patient, avez-vous une BPCO? Oui, non, puisque 2/3 ignorent leur diagnostic. Et quand il y a une spirométrie qui est faite, dans un certain nombre de cas, bien souvent, c'est sans test de bronchodilatation. Et vous avez vu tout à l'heure qu'en fait, on peut affirmer le trouble ventilatoire obstructif irréversible si on a fait un test avec bronchodilatateur. Le fait d'avoir un trouble ventilatoire obstructif irréversible ne signe pas forcément qu'on a une BPCO, puisqu'on a d'autres pathologies qui peuvent avoir ce trouble, ce syndrome obstructif irréversible. Donc on est là dans une évaluation médicale où le degré de certitude du diagnostic peut poser question dans un certain nombre d'études, avec des symptômes respiratoires non spécifiques. Même si vous essayez d'interroger en disant « avez-vous une dyspnée, avez-vous une expectoration, une toux ?» eh bien, vous avez d'autres pathologies que la BPCO qui peuvent avoir ce type de symptômes. Donc, c'est vraiment un écueil important. Alors, en population générale, pour résumer, on sait qu'il y a une relation entre exposition professionnelle et bronchite chronique. Alors, la bronchite chronique, c'est le fait d'avoir une toux et des expectorations sur 3 mois consécutifs, 2 années consécutives, et c'est ce qu'on appelle la bronchite chronique. Toute BPCO n'a pas eu au préalable d'épisode de bronchite chronique. Ça, c'est important également à savoir. Et on peut très bien avoir une bronchite chronique sans développer de BPCO ultérieurement. Mais c'est déjà des symptômes de toux et d'expectoration chronique. Et on sait que la poussière, la relation est établie pour cette bronchite chronique. En revanche, les gaz et fumées, la relation est moins forte. Elle reste probable dans la littérature. Et pour le trouble ventilatoire obstructif, là aussi, on a un lien bien établi, avéré pour les poussières. Et en revanche, les gaz et fumées, on a un degré encore en dessous. On a une relation qui est possible. Alors, la contribution des facteurs professionnels, elle est évaluée à environ 15% en termes de poids. Donc, vous avez le tabagisme, c'est 75 à 80%, et les facteurs professionnels représentent 15% à eux seuls, en termes de poids, de fraction de risque attribuable dans cette pathologie. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si on supprime tous les facteurs professionnels, ce qui est illusoire bien évidemment, eh bien on aurait 15% de BPCO en moins en France, c'est-à-dire environ 500 000 personnes qui n'auraient pas cette pathologie. En population sélectionnée, eh bien, il y a le biais de sélection, on en parlait tout à l'heure, de cet effet travailleur simple, puisqu'on a, quand on s'intéresse à un secteur professionnel donné, on a très rarement la prise en compte du départ de personnes de ce secteur qui vont être en inactivité
soit en invalidité et qui sortent du jeu avec une invalidité importante, soit qui vont être au chômage, soit qui vont prendre leur retraite de façon précoce, ou soit qui vont avoir d'autres dispositifs sociaux et qui sortent en fait du champ de la vie professionnelle. Donc c'est un écueil important. Il y a le biais de mesure des EFR. Donc là, bien souvent en population sélectionnée, on a des spirométries, plus ou moins un test de bronchodilatateur. Le test de bronchodilatateur est rarement fait. Et il y a ce qu'il faut savoir, et quand on a un suivi comme ça de cohorte en population sélectionnée, eh bien, il y a un effet d'apprentissage. Plus on fait de spirométrie, que ce soit d'ailleurs le praticien ou le paramédical et le patient ou le travailleur, eh bien, il y a un effet d'apprentissage et on va améliorer au fur et à mesure du temps la qualité des examens réalisés. L'autre aspect, c'est la difficulté de mesure des expositions, surtout passées, parfois actuelles, et des limites parfois identiques en termes de certitude de diagnostic. Alors, on ne va pas parler de tous les secteurs professionnels, mais on va faire un focus sur le textile qui vous intéresse et le milieu agricole. Mais sachez que dans les principaux secteurs, vous avez tout le secteur de l'industrie minière, en lien avec le charbon, les coqueries, mais également en lien avec l'extraction d'éléments tels que le fer, tout type en fait d'extraction minière, la fonderie-sidérurgie, le secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors, si on parle de l'industrie textile, eh bien, il y a plusieurs nuisances potentielles auxquelles les travailleurs sont exposés, des poussières d'origine végétale, les micro-organismes bactériens ou fongiques et des endotoxines, avec dans cette industrie plusieurs types de pathologies qui ont été décrites, des fièvres transitoires, de l'asthme, la bicinose, la bronchite chronique et la BPC. On sait notamment dans l'industrie du coton qu'on a un risque de BPCO qui augmente en fonction du type de poste et notamment en début de chaîne avec l'ouverture des balles de coton, le battage de cardage, dans une moindre mesure à l'atelier de préparation et de filature et encore moins dans l'atelier de tissage. C'est surtout l'industrie du coton qui est très associée au risque de BPCO, mais vous avez également d'autres types d'industries avec d'autres types de fibres végétales, celles du lin, du chanvre, du sisal et des fibres de jute également. Alors on a des bronchites chroniques qui sont associées dans différentes études dans la littérature, des troubles ventilatoires obstructifs chroniques avec un déclin annuel moyen accéléré du VMS entre 30 et 70 millilitres par an et des risques, comme vous voyez également, de BPCO en fonction du textile. Vous avez également la soie que je n'ai pas citée tout à l'heure. Alors en milieu agricole, le point important et que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, c'est qu'en fait on pense souvent milieu agricole et pesticides. Mais en fait, il faut bien avoir à l'esprit que, comme l'a montré l'étude Sumer, et dans votre quotidien, c'est que les exploitants ont de multiples sources d'exposition, que ça soit, on va scinder en deux de façon assez simpliste, l'élevage ou la culture, avec des expositions aux particules organiques, certes, mais également minérales pour le milieu de la culture, les intempéries, et ça c'est pas neutre également, donc une exposition également à la pollution, aux intempéries, au froid, à l'humidité, aux agents infectieux surtout dans le milieu de l'élevage, et puis à des produits chimiques de type désinfectant, produits de nettoyage, qui sont entre autres associés à des troubles, à l'apparition de troubles ventilatoires obstructifs, que ce soit des BPCO ou des pathologies asthmatiques, des acides, des bases et de l'eau de javel, donc là aussi des produits très agressifs pour le poumon, des produits azotés, des carburants, vapeur et fumée, et puis, bien évidemment, des produits phytopharmaceutiques, avec notamment des herbicides pour l'élevage, mais dans une moindre mesure, et en milieu de culture, comme vous le savez. Donc cette polyexposition est vraiment très, très, très importante en milieu agricole,
avec, comme vous le savez, des exploitants qui ont de multiples activités dans leurs exploitations, en dehors parfois de leur poste de travail, on va dire, habituel. Ils vont faire parfois des travaux de type bâtiment ou autre. Donc c'est très polymorphe. Et parfois ils associent l'élevage à la culture également, ils ont des activités mixtes. Ça, c'est ce qui est ressorti donc de l'étude Summer. Et vous voyez ici les proportions de personnes qui déclaraient être exposées au carburant, 17%, le pesticide, 14%. Et vous voyez tout le reste qu'on a évoqué ici. On voit même des fumées de soudage dans 5% des cas qu'on n'a pas cité, le ciment dans 3%. Donc, une possibilité d'exposition à plusieurs agents pour chaque exploitant. Alors, ce qu'on sait dans les activités agricoles, c'est que la prévalence de la BPCO est de 5% dans une population qui est beaucoup moins fumeuse qu'en population générale. Et quand on a des cas de BPCO en milieu agricole, on a à peu près 30 à 40% de patients qui sont non-fumeurs. En population générale, quand on prend la population des BPCO, on a seulement 5% non-fumeurs. Donc c'est une population qui est moins fumeuse et qui est exposée à des multiples agents. Donc on a le milieu céréalier avec par ordre décroissant en termes d'exposition à des poussières d'origine végétale. Ce sont les ouvriers des silos à grains, donc on voit dans les campagnes, notamment dans les coopératives, et dans une moindre mesure les dockers ou les employés de meunerie. On a une augmentation de la prévalence de la bronchite chronique avec un déclin accéléré du VMS et du rapport VMS sur CVF chez les céréaliers corrélés à l'exposition cumulée, donc on a une relation dose-effet. Et cette relation dose-effet, elle est sur les symptômes respiratoires, mais également sur l'altération de la fonction respiratoire. On a également, en dehors des poussières d'origine organique, une exposition qu'il ne faut pas oublier aux endotoxines bactériennes, qui est également incriminée en milieu céréalier. On a, comme vous le savez certainement, la production laitière, avec une augmentation significative de la prévalence de la bronchite chronique par rapport au sujet témoin, avec une augmentation avec l'âge et l'altitude. Ça a été montré par l'équipe notamment de Besançon. Cette augmentation, il existe également une augmentation du déclin qui est modérée du VMS, avec une accélération de ce déclin. Vous savez qu'à partir de 25-30 ans, le VMS décline, c'est le vieillissement naturel du poumon, mais là ce déclin est accéléré et il augmente d'autant plus qu'on a une durée d'exposition importante et des types d'exploitation de type ferme traditionnelle, parce que ce qui a été rapporté, c'est quand on a une grande promiscuité entre l'habitat et l'étable, notamment des fermes qui étaient conçues avec l'étable sous l'habitat, on avait un plancher chauffant, un chauffage par le sol, et bien souvent on avait un risque de BPCO accru dans ces fermes traditionnelles par rapport aux fermes modernes, où déjà l'habitat est décorrélé en fait du site d'exploitation, enfin de l'exploitation, avec également un système de séchage des fourrages en grange et de ventilation des étables performant, avec in fine une baisse de l'empoussiérage. On a globalement une fréquence quasi similaire de BPCO entre cette population avec 6,2% contre 5,2% dans une population témoin, d'après une étude qui a été réalisée. Mais il faut bien avoir l'esprit qu'en fait, vous avez un tabagisme, dans l'étude qui avait été rapportée chez nos amis byzantins, un tabagisme beaucoup plus faible, puisque chez les éleveurs laitiers, on a 50% de non-fumeurs. L'autre point important, c'est que la BPCO est moins sévère avec ce qu'on appelle un pattern TH2, donc plus en fait des pathologies asthme-like, on va dire, avec moins de comorbidité comparée à la BPCO post-tabagique. La BPCO, globalement, en milieu agricole, est un peu différente des BPCO post-tabagiques et notamment ne comporte pas d'emphysème.
On a eu également une corrélation qui a été bien montrée avec la concentration atmosphérique en micro-organismes dans les bâtiments confinés. D'accord? Donc on a cette relation dose-effet. On a également des éléments sur les élevages de porcs, donc toujours avec une prévalence élevée en symptômes respiratoires, altération de la fonction respiratoire et du déclin accéléré du VMS. Et puis également, dans une moindre mesure, en milieu d'élevage de volailles, avec là aussi une bonne corrélation du risque de survenue de BPCO avec les concentrations particulières et la durée d'exposition. Alors on en arrive aux pesticides, et comme vous le savez, en 2021, l'INSERM a publié une expertise collective incriminant les pesticides dans la BPCO dans ses conclusions. Alors, je vais avoir un discours qui va être un petit peu plus modéré, puisque la prise en compte des polyexpositions, moi, m'a beaucoup posé question, et je vais vous amener un petit peu dans les questionnements que j'ai eus à l'issue en fait, de ces conclusions de cette expertise. Elle s'est basée notamment sur une méta-analyse iranienne récente, donc de 2019, qui a tenu compte en fait, de 9 cohortes. Cependant, il faut voir que dans ces 9 cohortes, 2 études de cohortes n'étaient pas ajustées et elles représentaient un poids dans cette méta-analyse d'environ 25%. L'autre problématique, et qu'on rencontre dans beaucoup d'études, c'est qu'il y avait peu de prise en compte des autres facteurs professionnels. Et là aussi, bien, il y avait seulement 2 études qui prenaient en compte d'autres facteurs professionnels, et donc, au final, une méta-analyse qui ne prenait pas en compte le caractère de polyexposition. Et quand on regarde dans le détail, eh bien, le risque de survenue d'une affection respiratoire obstructive, au sens général, on ne savait pas trop si c'était là aussi en termes de caractérisation de la maladie, ça s'est beaucoup fait sur l'interrogatoire, donc le diagnostic de certitude, eh bien, on ne l'a pas vraiment dans la plupart des 9 cohortes. Et donc, on a un odds ratio à 1,33, certes significatif, à 1,21 et à 1,47, et en retirant 2 études non ajustées, on arrive à 1,38, et avec là aussi significatif à 1,19, 1,60. Et la bronchite chronique était également corrélée en tenant compte de 6 études à 1,27 de façon significative. Dans l'expertise INSERM, ils ont porté une conclusion comme présomption forte, et moi je serais quand même plus prudent compte tenu de la prise en compte de cette méta-analyse qui est quand même assez critiquable pour l'instant, et j'attendrai d'autres études pour établir ce lien, puisqu'il n'y a pas vraiment de prise en compte de la polyexposition, et le diagnostic de certitude de la maladie n'est pas là dans la plupart des études de cohorte pour lesquelles qu'elle a intégré dans la méta-analyse. Donc des éléments de prudence. La plupart du temps, on avait en fait des études avec des spirométries sans bronchodilatation, souvent avec interrogatoire simple vis-à-vis du médecin ou du patient. Le patient a-t-il ou avez-vous une BPCO, oui, non, et très souvent sur des symptômes respiratoires seuls, avec, comme je vous le disais, bien des symptômes qui sont non spécifiques en fait de la maladie. Prise en compte de facteurs confondants variables, tabagisme plus autres facteurs professionnels, problème de la polyexposition, bien pas abordé. Et puis on a évidemment des pathologies de type asthme, autres pathologies respiratoires qui pouvaient donner des symptômes qui étaient recueillis dans ce type d'études. D'autre part, dans l'expertise, il y a un lien faible entre une molécule spécifique et la BPCO. C'est la seule étude positive pour une étude, parce que quand on parle des pesticides, c'est une énorme famille de produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques, et donc on n'a pas encore de lien entre la maladie et un certain nombre de molécules, et évidemment, ça prendra énormément de temps pour faire le tri. Et c'est là le problème pour beaucoup de pathologies avec cette grande famille, et porter la conclusion de dire la BPCO ou tel type de cancer est en lien avec les pesticides, eh bien c'est
très imprécis, puisqu'on est dans une famille qui est absolument énorme, hein, puisque vous avez plusieurs milliers de substances chimiques. Des mécanismes biologiques non spécifiques d'une pathologie, donc ça, il y a plusieurs études qui ont montré un stress oxydant, là aussi, mais qui est un mécanisme biologique non spécifique, une mitotoxicité également, et une immunomodulation, là aussi, ce sont des mécanismes non spécifiques de la pathologie. Donc on a vraiment besoin d'études complémentaires pour affirmer la force de ce lien, en tenant compte notamment de la polyexposition et surtout avec une très bonne caractérisation de la maladie, et ça s'avère vraiment, vraiment indispensable. Juste une dernière diapositive portant sur l'importance bien du poids des facteurs professionnels et de l'importance de la prévention et notamment du sevrage tabagique. L'étude FLOW comportait 2 volets avec 2 études. Vous avez une ici avec 1200 sujets atteints de BPCO de 40 à 65 ans. On est en dehors du monde agricole, mais simplement pour bien ancrer l'importance du sevrage et l'importance de la synergie entre le tabagisme et l'exposition professionnelle. Et ici, on a affublé en fait un groupe de sujets non fumeurs non exposés aux gaz, poussières, vapeurs et fumée, un odds ratio de 1. Eh bien, on se rend compte qu'on a un doublement du risque chez les populations non fumeuses mais exposées professionnellement. On a un facteur 7 pour les populations fumeuses non exposées professionnellement, et quand on a les 2 facteurs, tabagisme plus exposition professionnelle, eh bien, on a un odds ratio à 14, et donc on a un facteur quasi multiplicatif, et donc une synergie tout au moins entre le tabagisme et ses expositions professionnelles. Et dans la deuxième étude, les auteurs ont bien montré que si on voulait diminuer le nombre de cas de BPCO de 20%, eh bien, il fallait entamer un sevrage de 5% du tabagisme, donc avoir une diminution du nombre de fumeurs de 5% donnait 20% de moins de BPCO sur le plan mondial, et si on réduisait de 9% les expositions professionnelles, on aurait également une diminution de 20% du nombre de cas de BPCO. Donc tout ceci milite dans la prévention primaire et secondaire, du moins primaire, dans ce type de pathologie et pour ces 2 types d'exposition. Alors je vais aller assez rapidement sur ce volet, sur les phénotypes cliniques, fonctionnels, biologiques et radiologiques. En fait, j'ai commencé à vous décrire qu'il y avait dans le milieu agricole, en fait, un profil de BPCO qui est plutôt immunoallergique-like, parce qu'on a des zones grises. La BPCO et l'asthme, ce sont 2 pathologies qui sont pas complètement dissociées. On a toujours une zone d'ombre, une zone grise. Et dans le milieu agricole, on a des BPCO qui sont, on va dire, asthme-like. C'est ce qu'on appelle en anglais l'overlap syndrome. On a des BPCO qui vont être un petit peu mixtes, ce qui est le cas. En revanche, pour le tabagisme ou les expositions aux poussières minérales, on aura des BPCO qui seront beaucoup plus de type associé à de l'emphysème centrolobulaire. Sur les aspects médico-légaux de la BPCO professionnelle, on a des tableaux de maladies professionnelles avec le principe de présomption d'origine qui permettent, si on respecte tous les critères des tableaux, comme vous le savez, de ne pas tenir compte des facteurs extra-professionnels, et on a ces types de tableaux, soit au régime général de la sécurité sociale, soit au régime agricole, avec un focus sur le régime agricole, le tableau 10 pour l'arsenic et le tableau 54 qui est sur les poussières textiles d'origine végétale, comme au régime général. Et puis on a le hors-tableau, où là par contre, si on n'est pas dans le spectre des secteurs d'activité notamment qui sont dans les titres des tableaux, eh bien on aura nécessairement un passage devant le comité régional des maladies professionnelles en alinéa 7, c'est-à-dire hors tableau, si le patient est décédé de la maladie, et uniquement de la maladie, ou s'il a un taux d'incapacité permanente supérieur à 25%. Et là, en revanche, il y aura prise en compte des facteurs extra-professionnels. Donc pour le coup, si la personne a fumé, alors ce n'est pas rédhibitoire, mais si elle a fumé de façon significative,
où elle a un déficit en alpha-antitrypsine, par exemple, eh bien, il n'y aura pas de caractère direct et essentiel et le dossier sera refusé. Donc c'est vraiment le pendant, présomption d'origine dans le tableau de maladie professionnelle, et en l'absence de tableau, eh bien, ce comité régional de reconnaissance en maladie professionnelle en alinéa 7, c'est-à-dire en hors tableau. Et là, il y aura prise en compte des facteurs extra-professionnels. Alors, on avait publié avec Jean-Charles Delphin, il y a quelques années, un résumé du nombre de reconnaissances en maladie professionnelle entre 1995 et 2013. J'ai rajouté un petit encart ici, 2017, 2018, 2019. Et vous voyez qu'en fait, eh bien, il y a manifestement une sous-déclaration et une sous-reconnaissance de cette pathologie, notamment en milieu agricole, puisque vous voyez là que, eh bien, on a très peu de cas reconnus globalement, et en milieu agricole, alors je ne sais pas pour ces dernières années 2020, 2021, 2022, mais quasiment aucune reconnaissance au régime agricole en France. Voilà, tout en sachant qu'on a des dizaines de milliers de cas en France de BPCO professionnels au sens large, pas qu'au sens milieu agricole, et que c'est rapporté dans différents rapports, notamment d'IRIC, le rapport au Parlement, comme quoi il y a une large sous-déclaration. Donc en conclusion, la BPCO professionnelle représente 15% des cas. Il y a vraiment ce caractère multifactoriel et ces notions de polyexposition à un même poste de travail qui sont importantes, notamment en milieu agricole, avec des activités secteurs avérés ou probables de BPCO. Et vous voyez à gauche, plutôt avec des expositions particules organiques, endotoxines et moisissures, eh bien, le milieu agricole, et on associe également l'industrie textile, coton, notamment, mais vous avez vu qu'il y avait la jute, le chanvre, le lin ou la soie, par exemple. À l'opposé, les particules minérales. Et puis, il y a une sous-reconnaissance manifeste qu'on vient d'évoquer. Et je souligne là l'importance de l'enquête professionnelle pour bien déterminer s'il y a une exposition à un facteur de risque, et des dépistages systématiques dans ces populations par spirométrie, avec un bénéfice individuel, c'est de ralentir ou stopper l'évolution, et éventuellement une réparation in fine si ça s'avère nécessaire, si la patient a la pathologie avec un degré de sévérité suffisant. Et puis, il y a un bénéfice collectif dans le cadre de l'amélioration de la prévention. Je vous remercie pour votre attention et je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup pour cette présentation très, très globale. Effectivement, nous avons déjà des questions que je peux vous relayer. La première, quelle est la part respective du rôle des endotoxines et des poussières non spécifiques dans la genèse des BPCO? Alors, c'est une bonne question. J'aimerais bien voir la réponse, mais en fait, on n'en sait rien. On est vraiment là on sait que les deux sont incriminés. Après, le poids des poussières végétales ou des endotoxines, on ne sait pas. Voilà. Le poids respectif, on ne connaît pas. Ok. Alors, une question de Julien Bert de Radio Besançon, comme il se présente. Bonjour, vous avez dit pas d'emphysème chez les éleveurs laitiers, mais atteinte asthme-like. Une idée du pourquoi? Explication, mécanisme du physiopathologique? Merci beaucoup pour votre réponse. Alors là aussi, on est, en fait, ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'il y a des associations, on va dire, statistiques, épidémiologiques, qu'on peut retrouver, et la plupart du temps dans la BPCO, on est dans ces considérations-là. Après, les aspects mécanistiques en tant que tels, c'est des choses qui sont encore, c'est un grand champ qui est ouvert. On sait qu'en fait, on a une stimulation des cellules de l'immunité qui est différente quand on a une BPCO, on va dire asthme-like, par rapport aux BPCO qui sont plutôt d'origine plus, soit pour les poussières d'origine minérale ou le tabagisme, complètement différentes. Donc c'est la stimulation en fait plutôt du système immunitaire et des mécanismes biologiques, des voies de signalisation qui sont altérées. Mais ça reste encore, voilà, il y a encore pas mal de travaux à mener pour avoir, on va dire, un schéma et une physiopathologie claire au niveau biologique et histopathologique. Et c'est ce qu'on constate en fait quand on fait la synthèse au niveau clinique
et des premiers travaux qu'on commence à avoir. Merci beaucoup. Gaëtan, le risque de BPCO s'aggravant avec la durée et au fil des années, la pathologie se révélera en fin de carrière, voire après. Dès lors, quelle place de l'EFR au cours du suivi médical au travail? Cela souligne que c'est la prévention en amont au cours de la vie professionnelle qui va jouer. Alors Gaëtan, je suis absolument d'accord. C'est une question en fait qui n'en est pas une, hein. Je pense que tu en es convaincu. Non, il y a l'aspect en fait comme je vous le disais, hein, du dépistage. Il y a deux façons de réaliser des spirométries, et moi je pense qu'il faut que ça soit réalisé le plus tôt possible dès l'apprentissage, pour avoir ce qu'on appelle une spirométrie T0, parce qu'on ne sait jamais d'où on part. On peut avoir des fonctions respiratoires qui sont très élevées avec, je ne sais pas, 150-140% de la valeur théorique, et 10 ans après, quelqu'un qui va avoir 120%, qui va se plaindre d'une dyspnée. Donc, le premier élément, c'est d'avoir le plus tôt possible dans la carrière professionnelle une spirométrie pour marquer le T0 pour savoir d'où on part. Et après, de réaliser régulièrement ces spirométries dans ces professions à risque. Le NIOSH aux États-Unis préconise, c'est une recommandation américaine, hein, de les réaliser tous les 4 à 5 ans. Voilà. Et donc, le plus tôt, c'est le mieux. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis surtout, les moyens de prévention, on va dire, collectifs et individuels pour diminuer l'exposition aux poussières, aux endotoxines. Et bien évidemment, s'il y a un tabagisme concomitant, eh bien de promouvoir en fait le sevrage tabagique et l'accompagnement. Mais tout ça, ça passe par des mesures de prévention le plus en amont possible. Merci beaucoup. Une question, deux questions plutôt en une. Un asthme peut-il évoluer en BPCO? Et seconde question, en milieu agricole, est-ce que c'est la BPCO ou la PHS qui est la plus fréquente? Alors, deux questions vraiment intéressantes. En fait, quand on a un asthme, au début, on a un trouble ventilatoire réversible, d'accord? Quand on a un asthme qui vieillit, en fait, cet asthme va évoluer vers une pathologie qui deviendra irréversible. Donc, on aura quelqu'un qui aura une fonction sous test pharmacologique qui va mimer en fait une BPCO. Donc, ça, c'est la première des choses. Et on peut très bien avoir un asthme intriqué avec une BPCO, par exemple, si la personne fume. Quelqu'un peut être asthmatique, fumer et avoir une pathologie mixte entre les deux. Et on sera dans cette zone grise, soit à cause du vieillissement de la maladie, soit à cause du fait d'avoir différents facteurs d'exposition des différents aérosols respiratoires qui peuvent donner soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et donc, également, une évolution, effectivement, où on aura cette notion de COPD, de BPCO overlap, c'est-à-dire de recouvrement des deux maladies. Donc, oui, ça peut arriver, effectivement. L'autre question sur le nombre de cas, le nombre de cas de BPCO est beaucoup plus important que le nombre de cas de PHS. À ceci près que dans les deux maladies, on a, je pense, un sous-diagnostic qui est très important, que ce soit dans la BPCO du fait de ce caractère un peu pernicieux de la maladie, qui est vraiment très lentement évolutif, avec un sous-diagnostic important. Mais je pense que les PHS aussi. Donc ça aussi, quand on travaille en milieu agricole et qu'on est médecin agricole, c'est des pathologies qui sont bien connues. En revanche, en médecine générale, notamment, ou dans d'autres milieux, faire le diagnostic, c'est pas vraiment évident parce que cette pathologie mime les pneumopathies infectieuses. Donc bien souvent, c'est antibiotiques et arrêt de travail. Et ce qui va diminuer le symptôme, c'est surtout l'arrêt de travail. Donc on a ce type de cas. Mais il faut savoir que les PHS, c'est plusieurs centaines de cas. Les BPCO, on est à plusieurs dizaines de milliers de cas par an, en nombre de cas incidents. Merci beaucoup. Je propose une dernière question avant de conclure. Il y en a beaucoup, on ne pourra pas répondre à toutes. Y a-t-il eu un avis récent de la COCT sur le lien professionnel entre BPCO et pesticides? Peut-être repréciser ce que c'est que la COCT. Et une dernière question, quelle place de l'imagerie, par exemple le scanner thoracique, en cas de forte exposition?
Alors, le COC, c'est la commission d'orientation des conditions de travail. Donc, c'est une commission sous l'égide du ministère du Travail et qui effectivement peut. Alors, le système de création maintenant des tableaux de maladies professionnelles a un petit peu changé, puisqu'il y a un groupe de travail maladies professionnelles sous l'égide de l'ANSES qui va proposer après une expertise indépendante de constituer un tableau de maladies professionnelles. Donc, concernant la BPCO et pesticides, il y a eu des discussions au niveau de l'ANSES, pour le coup, et bien, les discussions sont actuellement au niveau du ministère du Travail. Voilà. Et l'autre question sur le scanner thoracique, le scanner thoracique dans la BPCO n'est pas un examen à réaliser, j'allais dire, de façon systématique. Voilà. Après, ça dépend chez le patient qui est fumeur, qui a une BPCO, ça peut se discuter, mais dans le cadre plutôt du dépistage d'un cancer. Mais ça reste encore, il n'y a pas encore de dépistage systématique du cancer par scanner chez les patients tabagiques. Et également pour les patients qui sont exposés professionnellement à des agents cancérogènes pulmonaires. Mais là, on sort du cadre de la BPCO. Très bien. Eh bien, écoutez, Pascal, merci beaucoup. Il est 9h47. On va vous libérer et également libérer les participants. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Les webinaires du Reprend pour l'année 2023, c'est terminé. Mais rassurez-vous, l'année 2024 arrive rapidement. Un petit rappel simplement pour vous dire que ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du Reprend dès ce soir ou demain dans la journée. N'hésitez pas à le diffuser. Et le Reprend restera à votre disposition, même pour répondre à ces questions qui ont été posées, qui sont restées sans réponse. N'hésitez pas à nous écrire et on s'en fera le relais auprès de Pascal s'il a la possibilité d'y répondre. Merci beaucoup de votre participation. Bonne journée et à très bientôt.